Bienvenue sur Comme3Com, le rendez-vous produit par le blog wowcomcebo.fr. Bonjour Sam. Alors aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près une tendance marketing assez fascinante, je trouve. Le rétro-marketing. Oui, cette idée d'utiliser des éléments du passé, que ce soit des designs, des produits, même des ambiances, pour parler aux consommateurs d'aujourd'hui. Exactement. C'est utiliser le passé, ses codes, ses objets pour séduire maintenant. Absolument. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça nous touche autant et puis comment les marques s'en servent, parfois très habilement. C'est un peu l'art de vendre avec la mémoire collective en fait. C'est ça. Alors, pourquoi ça séduit tant, justement, ce rétro? Le moteur principal, c'est clair que c'est la nostalgie. Ça fait vraiment appel à nos souvenirs. Souvent des bons souvenirs, j'imagine. L'enfance, les moments heureux. Oui, souvent idéalisées, liées à des périodes qu'on voit comme plus simples, peut-être plus joyeuses. Et il y a même des études qui montrent que la nostalgie peut nous rendre plus optimistes. Ah oui, carrément. Ouais, et renforcer notre sentiment de connexion aux autres, et même nous pousser un peu à consommer. Donc les marques créent une connexion émotionnelle très très forte avec ça. Intéressant ce lien avec l'optimisme. Et au-delà de l'émotion, ça crée aussi un sentiment de confiance, non? De familiarité. Tout à fait. Retrouver des repères connus, une esthétique qu'on connaît dans un produit d'aujourd'hui, ça rassure. Surtout face Face à à... toutes les nouveautés qui sortent tout le temps. Voilà, face à l'avalanche de nouveautés, parfois un peu éphémères, ça montre que la marque, elle a une histoire, une certaine pérennité. Une légitimité peut-être. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi une super stratégie pour se démarquer. Ah bon? Comment ça? À une époque obsédée par le futur, par l'innovation à tout prix, regarder vers le passé, ça devient presque original, tu vois. Je vois. Ça attire ceux qui sont peut-être un peu lassés par ce flux constant. Exactement. Ça capte l'attention différemment. Et ça rejoint aussi, j'imagine, une certaine quête d'authenticité. On cherche des produits qui ont une âme, une histoire. Tout à fait. On cherche du sens, quelque chose qui raconte une histoire. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec les plus jeunes. Ah oui, même ceux qui n'ont pas connu ces époques. Oui, oui. Pour les générations plus jeunes, le vintage, c'est souvent perçu comme cool, esthétiquement intéressant, c'est la découverte d'icônes. Ils se l'approprient différemment, sans la nostalgie directe. C'est ça. Plus pour la valeur culturelle ou le style. Souvent via les réseaux sociaux d'ailleurs. Parlons exemple concret alors. Coca-Cola, c'est un cas d'école, non? Ah oui, Coca-Cola, ils sont maîtres en la matière. Ils réutilisent tout le temps leurs anciennes pubs, leurs bouteilles iconiques. Pour cultiver cette image intemporelle. Voilà, transgénérationnelle. Ils vendent pas juste du soda, ils vendent un bout d'histoire, un symbole de convivialité. Et Nintendo, avec leur mini-console rétro, la NES, la Super NES, ça a cartonné. Énormément. Là, c'était brillant parce qu'ils ont touché et les anciens joueurs, Les nostalgiques, comme moi. oui, ravis de retrouver les jeux de leur enfance, et une nouvelle génération curieuse de découvrir ces classiques. Le charme du pixel, du gameplay direct. Et Volkswagen, avec la coccinelle. La New Beetle d'abord, puis la nouvelle coccinelle. Oui, la renaissance d'une icône, symbole de liberté, de design. Ils ont capitalisé sur cet héritage affectif énorme, tout en modernisant la voiture, bien sûr. Et un dernier exemple, peut-être? Polaroid. C'est fascinant ce retour en plein air numérique. Ah, Polaroid, oui, c'est un cas très intéressant. Pourquoi ça marche si bien, l'instantané, alors qu'on a tous des smartphones ultra performants? Je crois que Polaroid a su capter un désir pour le tangible, pour l'objet unique. Une photo Polaroid, elle est imparfaite, elle a un grain, des couleurs spéciales. C'est l'imperfection qui plaît. Oui, cette imperfection devient une sorte de gage d'authenticité. C'est un objet physique qu'on peut tenir, partager, afficher. C'est une expérience différente, un peu à contre-courant. Et ça plaît beaucoup, même sur Instagram, paradoxalement. D'accord. Donc pour que ça marche, le look est crucial. Les couleurs, les typographies, le design d'époque, Le visuel est fondamental, oui. Mais ça suffit pas, hein. il faut autre chose. Il faut le storytelling qui va avec. Raconter l'histoire, raviver la flamme du souvenir, créer cette connexion émotionnelle. Et les réseaux sociaux aident beaucoup là-dessus, j'imagine? Ah oui, ils jouent un rôle énorme. Les gens adorent partager leurs souvenirs, leurs trouvailles vintage. Ça donne une portée virale et très authentique à ces campagnes. Mais attention, il y a sûrement des pièges à éviter. On peut pas juste copier le passé. Non, bien sûr. Le risque, c'est de tomber dans la caricature, le «c'était mieux avant» un peu simpliste. Ou d'avoir l'air complètement déconnecté d'aujourd'hui. Exactement. Trop de nostalgie, ça peut lasser ou sembler cookie. Il faut trouver le bon équilibre, une réinterprétation qui ait du sens maintenant. Et j'imagine qu'il faut pas oublier les attentes modernes, en termes de fonctionnalité, de praticité. Ah, ça c'est essentiel. Un look rétro, oui, mais le produit doit être performant, pratique pour le consommateur actuel. Le charme du passé avec la technologie d'aujourd'hui. C'est l'idéal. Marier le style d'hier et l'innovation utile.
offrir le meilleur des deux mondes. En somme. Bon, en bref, le rétro-marketing, c'est clairement plus qu'une mode. C'est une stratégie vraiment puissante quand elle est bien faite. Oui, elle tisse un lien fort entre hier et aujourd'hui, en jouant sur la nostalgie, la confiance, l'authenticité. Ça crée une connexion qui peut être très durable. Hmm. Et pour finir, une petite question qui me vient. Oui? Ce succès du rétro, au-delà du marketing, est-ce que ça montre pas aussi un besoin collectif plus profond? Peut-être, je sais pas, un besoin de ralentir? C'est une excellente question. Peut-être un besoin de retrouver des repères, des histoires communes, dans un monde qui va si vite et qui semble parfois un peu perdre le nord. À méditer. En tout cas, merci pour cet échange passionnant. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.